Nous, on s'est intéressé justement aux pratiques agricoles, disons, intraparcellaires et un petit peu plus, donc c'est-à-dire au niveau du paysage. Et pour ce faire, on a choisi d'adopter une certaine méthodologie un petit peu innovante, parce qu'on a eu le constat du fait qu'il y a eu beaucoup d'études, et par études, j'entends ici des méta-analyses qui ont été réalisées sur le sujet. Et donc, nous, on s'est intéressé justement euh, à des effets plutôt robustes, parce qu'il nous fallait quand même, enfin, on cherchait des effets à acquérir assez rapidement et des effets robustes. Donc, on a fait tout un travail de recherche méthodologique par les méta-analyses. On ne prétend pas être exhaustif, ça c'est sûr. Et donc, in fine, nous avons sélectionné 27 méta-analyses, c'est déjà pas si mal. Donc, elles sont représentées dans le tableau de droite. Et la première chose qui est intéressante, c'est ce que je disais à l'instant, la majorité des méta-analyses ont été publiées dans les 10 dernières années. Et que là, si jamais je refaisais retourner le moteur Web of Science, je suis sûr que je trouverais des méta-analyses toutes récentes. Le deuxième point, c'est que ce travail que j'ai réalisé, enfin que nous avons aussi réalisé, porte indirectement sur 1000 à 1600 études. Alors, on a une certaine variabilité qui est induite par, parce que vous savez, quand on fait une méta-analyse, on recense un certain nombre d'études. Potentiellement, quand on prend deux méta-analyses qui s'adressent du même sujet, on peut avoir une certaine redondance. Je n'ai pas pu, moi, je n'ai pas eu le temps, en fait, d'aller explorer justement ces potentiels double comptage. C'est pour ça que là, je dis, on a à peu près 1000 à 1600 études sous-jacentes aux effets que je vais vous présenter. Alors, Et du coup, quels résultats ressortent de cette synthèse de méta-analyse? alors, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Ça n'a pas été facile de représenter ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner des clés de lecture. Ça, c'est des graphiques qu'on a réalisés pour différents types de pratiques qui recensent ce qu'on appelle les effets size, donc les effets recensés dans les méta-analyses, que j'ai traités et que j'essaie de représenter de la façon la plus compréhensible possible. Là où j'insiste dans un premier temps, et c'est extrêmement important, on est sur des effets mesurés à la parcelle. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a le cas de la fertilisation, on ne va pas regarder le ruisseau à 3 km. C'est vraiment des effets qui sont mesurés à la parcelle, donc des effets plutôt directs. Euh, Premièrement, vous voyez que ça ressemble à une succession d'anneaux, là. Donc, je vais vous présenter ça. En fait, on va avoir une succession de 4 anneaux concentriques, donc là, représentés par abo, div, act, donc pour l'abondance, la diversité, la richesse et l'activité. Ça, ce sont pas des métriques à proprement parler, ce sont des catégorisations de métriques que j'ai fait parce que vous vous doutez bien que d'une étude à l'autre, on peut avoir une abondance par un nombre d'individus, on peut avoir une abondance par une densité, par une biomasse. Donc, on a différentes métriques qui sont regroupées dans ces catégories. Donc, l'abondance, je viens de la présenter, c'est des informations sur le nombre d'organismes par unité d'espace. Ensuite, on a la catégorie diversité. Donc là, on va avoir essentiellement des indices de diversité et même, je dirais, facilement à 99%, l'indice de Shannon qui est présenté. Et rapidement, l'indice de Shannon, ça prend en compte l'équitabilité de la distribution des espèces. La richesse, donc là, on est sur de la richesse spécifique. Donc là, il n'y a pas vraiment de catégorie, mais je l'ai utilisé quand même au même niveau parce que c'est très représenté. Donc tout simplement un nombre de taxons dans un assemblage donné. Et enfin, l'activité, quelque chose de peut-être d'un peu plus original, je ne sais pas, qui représente l'ensemble des métriques qui donnent des informations sur les activités biologiques. Ça peut être, enfin, voilà, d'un groupe d'organismes donnés, ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, des mesures de respiration des sols, comme j'ai écrit, des mesures de décomposition de la litière, des mesures de taux de parasitisme, des taux de prédation, donc tout ce qui va être relation trophique, finalement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a représenté, parce que dans les méta-analyses, on va avoir des effets qui sont représentés, on peut avoir un même effet retrouvé dans plusieurs études. C'est caractérisé ici par le nombre d'observations. Ce nombre d'observations, c'est un petit peu un indicateur de la puissance d'effet, puissance statistique d'effet, j'entends, bien sûr. Plus le rond va être gros, plus cet effet va être, disons, étudié, et donc plus il est, disons, robuste. Un autre point, c'est l'interprétation ici que j'ai réalisée. Donc, on va du significatif aux deux extrêmes. Enfin, aux deux extrêmes, nous avons les significatifs, soit positifs, soit négatifs. Par rapport à une référence, ça, je vais y revenir tout à l'heure au milieu. On a, si jamais on a des tendances, tendances positives,
tendance négative, non significatif. Et enfin, on a des effets neutres. Effet neutre ne veut pas dire pas d'effet. Effet neutre veut dire, enfin, comment dire? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet testé, je sais pas comment le dire vraiment. Ça veut vraiment dire que la pratique n'a pas d'effet direct sur ce taxon. Enfin, là, je l'agrandis un petit peu pour vous redonner les clés de lecture. Donc, dans le premier cercle, à l'extérieur, nous avons les grands types de taxons, micro-organismes, plantes, invertébrés, faune du sol, arthropodes, nématodes, vertébrés. Ensuite, par camembert, nous avons les sous-groupes. Ça peut être le total, par exemple pour les micro-organismes, ça peut être les bactéries, les champignons ou encore les gènes. Ensuite, nous avons donc les différentes catégories de métriques, abondance, diversité, richesse, activité. Ça se lit comme ça. Par exemple, si je prends pour les bactéries diversité, donc diversité, deuxième cercle, bactéries, on a un effet positif ici de la fertilisation organique sur la diversité des bactéries. Donc maintenant que ces clés de lecture ont été données, on va pouvoir passer justement aux principaux effets qui ont été recensés. Donc ici, on a la fertilisation organique qui a été étudiée en fonction de, enfin, vs la non-fertilisation, c'est-à-dire on compare une situation où on apporte de la fertilisation organique et une situation où il n'y en a pas. On va avoir des effets quand même globalement positifs sur l'abondance des organismes, hein, que ce soit chez les nématodes ou les micro-organismes. Un des problèmes qu'on a eu à ce niveau-là, c'est que c'était difficile de différencier les effets entre les différents fertilisants organiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu différencier, il n'y avait pas les données pour différencier l'impact des différents types d'effluents, un fumier, un lisier, etc. Alors on a quand même des indications. Hein, la littérature elle suggère que plus on va apporter de carbone, plus on va avoir des niveaux hauts de biodiversité, notamment en lien avec les dynamiques de carbone des sols, hein, le sol organique carbone ou encore la matière organique des sols. Ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, sur d'autres composantes comme d'autres métriques, diversité, on va avoir également des effets positifs. Et là, par exemple, chez les nématodes, sur la richesse, on a un effet du coup neutre. Enfin, je finirai pour ce point-là là-dessus. On a aussi dans la littérature des choses qui disent comme quoi la qualité définie comme par exemple la présence de métaux lourds, d'antibiotiques, tout ça, serait potentiellement plus importante à prendre en compte que la quantité. Donc là, je vous redirige vers l'article de Koninger et al. De 2021 qui, euh, qui a comment dire, réalisé une étude à ce sujet. Donc, je dois avancer parce que bien sûr, on a beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais vous présenter rapidement la fertilisation organique. Oui, pardon, inorganique. Donc là, c'est quelque chose d'assez particulier parce que vous voyez, là, on a des cercles avec des C dedans. Ça, c'est quand il y a une controverse entre les effets recensés dans les méta-analyses. Donc ça m'a beaucoup embêté, bien sûr. Donc, on a toujours la couleur de fond qui montre quand même comment dire, l'effet majoritaire recensé, mais il y a quand même une controverse à ce niveau-là. Pourquoi? D'après mon analyse, c'est que quand on étudie la fertilisation inorganique, il faut à tout prix différencier les types de fertilisants qu'on va apporter. La forme de l'azote apporté, par exemple, et ça peut être aussi les combinaisons. Est-ce qu'on apporte N tout seul? Est-ce qu'on apporte P tout seul? Est-ce qu'on apporte NPK, NK? Et ça induit apparemment de la variabilité dans les effets observés. C'est-à-dire que, de manière générale, euh, on va recenser plutôt des effets négatifs de l'apport azoté en lui-même, mais des effets qui peuvent être tamponnés si jamais on apporte à côté, par exemple, du phosphore et du potassium. Enfin, ça c'est vrai pour toutes les pratiques, enfin même pour tout et tout le temps. Dès qu'il y a une intervention de notre part ou même pas, hein, ça se fait de manière continue, on va avoir une sélection d'organismes. Des organismes sont potentiellement plus adaptés, plus opportunistes, ici dans le cas de la fertilisation. Voilà, on va avoir une sélection d'espèces ici, notamment une sélection d'espèces plutôt copiotrophes pour les micro-organismes, voire à croissance rapide pour les plantes. Enfin, on a travaillé sur aussi les produits phytosanitaires. Après celle-ci, ça sera plus simple. Là, produits phytosanitaires, pareil, c'était super dur à étudier. Euh, de manière visuelle, c'est étudié en comparaison de systèmes en agriculture biologique versus agriculture conventionnelle. Donc là, on voit qu'on a pas mal de données. Globalement, des effets plutôt négatifs du coup de l'utilisation de produits phytosanitaires qui est globalement dans la littérature reconnue comme étant la pratique intraparcellaire la plus impactante. Donc moi, je vous recommande, par exemple, si ce sujet vous intéresse,
d'aller voir l'ESCO qui a été réalisé en 2023, qui est très très fourni. Ensuite, j'aimerais quand même mettre, je n'ai plus le mot en français, des disclaimers. euh, Enfin, Des limites. attention, des limites, voilà, à cette approche par agriculture organique, enfin biologique, pardon, et conventionnelle, c'est que le cahier de l'agriculture biologique peut varier bien sûr d'un pays à l'autre. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est que ça peut vraiment différer. En fait, c'est pas juste les traitements phyto, ça peut être aussi d'autres choses, des rotations plus complexes. Ça peut être aussi à côté une fertilisation justement organique plutôt que inorganique. Et enfin, sur ce sujet, en fait, on a beaucoup de problèmes liés au fait qu'il y a beaucoup de molécules, beaucoup de substances qu'on n'arrive pas à toutes les analyser, notamment. Donc, on a de nombreux produits, on a un fort turnover de produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont interdits, d'autres qui sont autorisés, etc. On peut avoir des herbicides, des insecticides, des pesticides, pardon, enfin, vous m'avez compris. On a des rayons d'action qui sont différents, on peut avoir des spectres plus ou moins larges. C'est compliqué. Et on va avoir aussi, par exemple, des effets cocktails qui ne sont pas explorés. On sait aujourd'hui, par exemple, dans les eaux profondes françaises, hein, donc dans les nappes, on retrouve par exemple des métabolites secondaires de substances d'atrazine qui sont interdits depuis 20 ans. Il y a aussi ces questions-là. Des synergies entre les produits. Ça, là-dessus, on n'a pas vraiment de connaissances. Enfin, on a bien sûr des connaissances, mais c'est très compliqué à analyser. Ensuite, on est sur des effets du coup un peu plus simples, entre parenthèses, les effets du labour. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a globalement des effets plutôt négatifs, donc la abondance pour les champignons, diversité pour les bactéries, sur les invertébrés sans surprise, notamment ici les lombriciens, sur la faune du sol en diversité, sur les nématodes en termes de richesse et en termes d'abondance chez les nématodes omnivores. Euh, et des effets plutôt neutres hein, sur d'autres métriques X taxons, notamment voilà, l'abondance des bactéries. Je ne vais pas toutes les faire, c'est assez visuel. On a deux types d'impacts, des impacts directs par des expositions, je sais pas, par exemple à un milieu aérobie, des expositions aux prédateurs, de la mortalité directe, hein, quand par exemple ils sont découpés. Des impacts aussi indirects liés à la modification des paramètres physico-chimiques des sols, hein, température, porosité, infiltration d'eau, etc. Euh, sur cette pratique, on va avoir nombreux modulateurs de réponse, notamment la pratique de l'inversion ou non, la profondeur de la bourre, la fréquence de la bourre, ou par exemple l'incorporation annexe de résidus de culture qui peuvent avoir un effet sur, les niveaux de biodiversité observés. De manière générale, on considère que plus on réduit le labour et moins, plus on se dirige vers le non-labour, moins on aura d'impact justement sur les organismes, notamment du sol. Mais attention, j'utilise cet exemple ici, il y a aussi derrière les effets système à prendre. Par exemple, les systèmes d'agriculture de conservation des sols sont souvent caractérisés par, à côté, un emploi plus important d'herbicides, par exemple, pour gérer les adventices. Maintenant, les effets de la diversification végétale. Ici, on comprend trois choses. On comprend les associations culturelles vs les cultures monospécifiques, donc une seule espèce. Les rotations vs la monoculture, donc on cultive une seule espèce dans le temps, cette fois, pas spatialement. Et les cultures de couverture vs les sols nus. Donc, je les ai regroupés parce que comment dire, les effets de la diversification végétale sont médiés enfin, c'est à peu près les mêmes raisons du fait qu'il y ait des points positifs à ce niveau-là. Enfin, en tout cas pour les associations et les rotations, c'est principalement étudié du point de vue de la protection des cultures, un peu moins du point de vue de la biodiversité ordinaire. Pour les associations, c'est essentiellement des associations de cultures annuelles qui sont étudiées. On va pas avoir, enfin, on va avoir un petit peu d'agroforesterie aussi, mais ça va être beaucoup moins représenté. Par exemple, on va pas avoir aussi les mélanges variétaux ou encore d'autres types d'associations. Globalement, on va avoir sur certains taxons des impacts très positifs de la diversification végétale, notamment notamment pour le taxon des micro-organismes, hein, notamment via le compartiment plante-sol, c'est-à-dire la rhizosphère, hein, tout ce qui va être système racinaire et exudation.
Et ce que j'attire votre attention aussi là-dessus, c'est que par exemple pour les nématodes, ici, ils vont être un peu moins sensibles à l'effet de la diversification du coup végétale planifiée. Ensuite, la question du pâturage, de la gestion des prairies, euh, sujet assez compliqué aussi. Mine de rien, il y avait une forte variabilité. Les études, souvent, sont très spécifiques à un contexte. La plaine des Alpes, la plaine de ailleurs. Enfin, c'est très compliqué. Euh, donc, les effets du pâturage vont de, on va dire, plutôt neutre, voire même parfois un petit peu favorable, à négatif. Mais c'est soumis, comme je viens de dire, à une forte variabilité liée au contexte. Et forte variabilité aussi dans les études de ce qui est étudié. Donc là, on en a deux. À gauche, où nous avons l'exclusion du coup du bétail vs on continue, on les laisse dans les prairies. Et sur la droite, on va avoir du coup le fait du pâturage vs pas de pâturage. Donc là, on voit que c'est quand même aussi assez contrasté. Est-ce qu'on regarde la diversité, la richesse, quel taxon on regarde? Donc c'est assez compliqué et en fait ça va être lié notamment à trois, j'ai envie de dire, modulateurs de réponse. La première du niveau d'intrant et par niveau d'intrant j'entends notamment la gestion de la fertilisation azotée des prairies. On imagine bien que par exemple on va regarder les plantes, on y met de l'azote, il va y avoir comme une croissance plus importante, une masse potentiellement plus importante et donc peut-être plus à manger aussi pour les animaux. Donc on peut avoir ce genre de réponse, enfin de variabilité induite par ce genre de modulateur. On va aussi avoir le niveau d'intensité du pâturage, notamment le chargement, bien sûr, ou encore la fréquence de pâturage. Et peut-être un des plus importants, celui de la biodiversité végétale initiale, qui va bien sûr beaucoup jouer sur les niveaux de biodiversité observés et surtout les changements observés. Enfin, nous avons les effets de la gestion du paysage. Donc là, on va plutôt parler d'hétérogénéité à l'échelle du paysage. Donc ici, paysage complexe, vs paysage simple. C'est des catégorisations. De manière globale, un paysage complexe va être défini en général par plus de 25% d'habitats semi-naturels et, disons, correctement connectés, avec une bonne connectivité. De manière très globale, le paysage, la gestion de paysage, plus on aura un paysage complexe, plus on va avoir des effets positifs sur à peu près tous les taxons, toutes les métriques observées. Donc ça, c'est un constat qu'on a déjà réalisé, je pense, aujourd'hui. Ça vient appuyer un petit peu ces effets-là. Et là, en plus, on a l'incorporation notamment, par exemple, des vertébrés qui n'étaient pas très présents dans les autres études. Donc des effets très positifs sur tous les niveaux de biodiversité observés. Et bien sûr, on va avoir quand même des effets plus importants ici sur des espèces mobiles, notamment dans les systèmes intensifs, qui peuvent avoir potentiellement plus d'impact sur les niveaux observés, parce que ça va agir comme des réservoirs ou potentiellement qui permettent des phénomènes de recolonisation. Donc ça peut vraiment venir tamponner. Donc on aura des effets observés beaucoup plus importants de la gestion du paysage dans des paysages, dans des écosystèmes gérés de manière intensive que dans des, enfin, intensives. Dans des agrosystèmes, on va observer des impacts plus négatifs sur ces niveaux de biodiversité. Alors, Corentin, du coup, si on peut synthétiser, on voit que la complexité des systèmes de production, ça favorise des niveaux de biodiversité observés, voilà, plus des styles. L'agriculture donne des espaces complexes, plus on aura de biodiversité. Alors que la conversion des habitats a l'air d'être effectivement la première source d'érosion de la biodiversité, que c'est l'impact le plus important dans ce qu'on a pu observer, et que la gestion du paysage et l'utilisation des produits phytosanitaires, ce sont deux clés effectivement majeures d'impact sur la dynamique de biodiversité à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation, on pourrait dire presque du micro-paysage, quoi. Et la réponse aux pratiques agricoles, elle est malheureusement variable en fonction des groupes taxonomiques. On voit on voit quand même des tendances, mais néanmoins, quand on s'attache aux détails, on voit qu'on a quand même des groupes fonctionnels ou des groupes taxonomiques qui réagissent qui réagissent différemment aux pratiques. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, puisque du coup, le choix du taxon sur lequel on va se concentrer pour faire éventuellement des mesures d'évaluation, il va conditionner
la réponse qu'on va avoir sur la biodiversité, et puis que le choix de la métrique, eh bien, il va conditionner le sens, le niveau de l'effet de l'effet observé. Et bah, tout ça nous ennuie beaucoup parce que finalement, ça a l'air de contrecarrer notre projet d'établissement de loi de réponse un peu universelle de la biodiversité aux pratiques agricoles. Voilà, quelques éléments Tout à fait. de Et conclusion. donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on parle de la biodiversité, au final, c'est un peu compliqué. On se rend compte qu'on ne peut pas tout mettre dans la biodiversité. C'est quel taxon, quelle métrique, et après, à nous de porter un jugement là-dessus.